Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce second webinaire de Maths, qu'est-ce qu'en dit la science. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement de micro-organismes, de notre intestin, etc. dans une présentation qui s'intitule Microbiote et bien-être, comment agir sur son équilibre global. Donc pour commencer cette présentation, je vais d'abord vous définir et vous présenter ce que c'est le microbiote intestinal et son rôle biologique. Ensuite, je vous présenterai son influence sur notre bien-être et enfin des exemples de solutions naturelles pour contribuer à un bon équilibre. Il a été noté que ce webinaire sera poursuivi par une autre vidéo sur des gammes de produits intéressantes que moi j'utilise dans mon quotidien. Donc si vous voulez en savoir plus, il faudra regarder aussi cette seconde vidéo qui durera un peu moins longtemps. Donc pour commencer, c'est quoi le microbiote intestinal? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps, il est colonisé par des microbes bénéfiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un rôle biologique intéressant pour nous. Ces microbes, on les retrouve à différents endroits de notre organisme. On peut les retrouver dans le nez, la bouche, le pharynx, donc toute la sphère ORL. On peut aussi les retrouver dans le poumon, sur notre peau, dans nos organes sexuels, notamment le vagin chez les filles, et aussi au niveau de notre système digestif. Le microbiote, c'est un écosystème complexe et structuré qui part du nez jusqu'à l'intestin et au côlon, voire même jusqu'à l'anus et le rectum, avec une colonisation progressive du tube digestif, avec des variations qui vont être causées soit par des modifications du pH, des quantités d'oxygène différentes. Par exemple, on voit bien qu'au niveau de notre bouche, on aura plus d'oxygène qu'à l'intérieur de notre corps et aussi la vitesse du transit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la concentration de micro-organismes, elle est maximale au niveau du côlon, avec près de 100 000 milliards de bactéries, soit 10 fois plus que nos propres cellules. Nous avons tous un microbiote unique, mais il y a un cœur commun, c'est-à-dire que notre microbiote est constitué de à peu près 1200 espèces bactériennes différentes. Ces, ces espèces bactériennes sont divisées en quatre phyla majeurs, donc les firmicutes, et les bactéroïdètes, qui sont les plus abondants, mais on va aussi avoir des actinobactéries et des protéobactéries qui sont plus minoritaires. Au sein de 50% de la population, il y a 66 espèces qui sont partagées entre tous les individus. Maintenant, comment ce microbiote va-t-il se constituer? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le microbiote il va s'installer au moment de la naissance, c'est-à-dire qu'il va être transmis par la mère au moment de l'accouchement, mais aussi lors de l'allaitement. On le retrouve dans le lait maternel, c'est ce qu'on verra un peu plus tard après. Cette constitution du microbiote va être influencée par différents facteurs, par exemple l'environnement et l'alimentation. Ici, on peut voir sur cette figure que le microbiote va progressivement se diversifier et la quantité de bactéries va augmenter avec une stabilisation vers l'âge de 3 ans, avec une diversité qui est proche de celle d'un adulte. Et ce qu'on peut voir également si on regarde entre la photo avec l'adulte et les personnes plus âgées, c'est que ce microbiote va également cette diversité va également diminuer au fur et à mesure que l'on avancera dans l'âge, ce qui peut éventuellement causer plus de problèmes de santé chez les personnes plus âgées que chez les personnes plus jeunes, enfin on va dire dans un âge intermédiaire. Le microbiote, il va avoir trois rôles principaux pour notre santé. Il va d'abord nous aider à digérer des fibres et la production de nutriments à travers des mécanismes de fermentation colique. Il va également nous protéger contre des pathogènes opportunistes, c'est-à-dire des bactéries qui, dans des conditions favorables, vont faire leur petite vie tranquillement, mais dès que les conditions ne sont plus favorables, elles vont commencer à devenir agressives et devenir pathogènes et provoquer des problèmes de santé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le microbiote intestinal va permettre une maturation du système immunitaire, avec notamment le développement de ce dernier, mais aussi le développement de la paroi intestinale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le microbiote, en temps normal, il est stable. Mais lorsqu'il va y avoir une perturbation, par exemple l'utilisation abusive d'antibiotiques, ou sans même être abusif, une utilisation d'antibiotiques, mais également des infections, il va y avoir un déséquilibre. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a ce déséquilibre? Bah, en fait, un déséquilibre va entraîner ce qu'on appelle une dysbiose. Cette dysbiose va provoquer des pathologies, comme par exemple les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Elle va également provoquer le syndrome de l'intestin irritable et
Ce déséquilibre peut également provoquer d'autres types de maladies, comme les maladies allergiques. Donc là, ici, j'ai trouvé une étude qui présente les variations du microbiote lors d'un cas de dysbiose. Donc en fait, cette étude, elle a consisté à comparer le microbiote de patients atteints du syndrome de l'intestin irritable avec des personnes en bonne santé. Ils ont analysé les bactéries qui étaient également impliquées dans les mécanismes de fermentation et de digestion au sein des hommes. Donc comment ils ont fait ça? En fait, ils ont sélectionné 14 patientes qui étaient malades et 12 femmes qui n'étaient pas malades. Ils ont identifié les différentes bactéries qui étaient présentes dans l'une et l'autre de ces situations. Ils ont également mesuré la production de gaz et de métabolites qui étaient produits par le microbiote. Et donc, du coup, au niveau des résultats, ils ont observé que lors de ce syndrome de l'intestin irritable, il y avait moins de bonnes bactéries, notamment des bifidobactéries et des lactobacilles. A contrario, il y avait plus de bactéries toxiques qui produisent des gaz irritants, comme le sulfure d'hydrogène. Et ces gaz irritants, en fait, sont liés aussi à un déséquilibre de la fermentation et à un manque de nutriments bénéfiques. Donc, ce qu'on a vu avec cette publication, c'est que le microbiote des patients avec un syndrome de l'intestin irritable, il est déséquilibré, ce qui peut créer un cercle vicieux et aggraver les symptômes, et qu'il est possible, il serait possible de mieux cibler le microbiote en utilisant des solutions naturelles ou non pour améliorer le confort digestif. Donc si je résume sur cette première partie, qui était relativement courte, on a vu que le microbiote regroupait un certain nombre de bactéries qui étaient présentes dans notre corps, donc environ 1200 espèces et 4 phyla principaux, que l'endroit de notre corps qui contient le plus de micro-organismes, c'est l'intestin et le côlon au sein du système digestif, que ce microbiote possède différentes fonctions et il est en équilibre. Et ce déséquilibre, et un déséquilibre, pardon, peut entraîner des problèmes de santé et notamment des problèmes digestifs. Est-ce que vous saviez que potentiellement d'autres problèmes pouvaient apparaître en lien avec le microbiote intestinal, comme par exemple des problèmes de santé mentale, comme par exemple la dépression? C'est ce qu'on va voir par la suite, c'est quel est le lien entre le microbiote et notre bien-être émotionnel. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de notre corps, il existe un axe intestin-cerveau qui est très important. Cette, Ce lien existe grâce notamment au nerf vague. Et en fait, notre intestin, qui est un peu comme notre deuxième cerveau, va agir sur différents aspects. Donc, il va influencer notre humeur. Par exemple, il y a 90% de la sérotonine qui est produite dans l'intestin. L'intestin va également influencer le stress et les troubles anxieux, ce qui fait le lien avec certaines pathologies neurologiques comme la dépression et ou l'autisme. Ce qu'on va voir par la suite. Donc ici, je vous ai trouvé une étude qui nous montre qu'en fait, on peut avoir un microbiote intestinal dépressif. Donc en fait, dans cette étude, l'objectif des chercheurs, c'était de démontrer qu'il existait un lien entre le microbiote intestinal et la santé mentale. Donc pour ça, ils ont analysé le microbiote de 1054 individus et grâce à des outils statistiques, ils ont mis en évidence le lien entre le microbiote intestinal et la santé mentale. Ils ont validé ces analyses statistiques sur un second groupe de 1063 personnes. Et ils ont étudié des bases de données pour voir quels étaient vraiment les micro-organismes impliqués dans la dépression chez d'autres modèles. Et c'est ce qu'ils sont parvenus à faire par la suite. C'est ce qu'on va voir au niveau des résultats. Qu'en fait, ils ont montré que les patients dépressifs, ils ont un microbiote bien moins diversifié que les individus sains, avec notamment une absence de certaines bactéries bénéfiques. Et donc, du coup, cette étude, elle confirme bien que le microbiote pourrait être un facteur clé dans la dépression et il ouvre la voie à des approches thérapeutiques qui peuvent cibler la flore intestinale, plutôt que nous donner des anxiolytiques qui vont nous défoncer le cerveau et le reste de notre corps. Maintenant, comment agir naturellement sur le microbiote intestinal? Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que certains facteurs vont déséquilibrer cette balance. C'est notamment le cas lorsqu'on a une alimentation pauvre en fibres, riche en sucre et en produits ultra transformés. Ce déséquilibre va également être provoqué lors de la prise fréquente d'antibiotiques et d'autres médicaments qui peuvent posséder un impact sur la flore intestinale.
Le stress chronique et les troubles du sommeil, ainsi que des modes de vie sédentaires et une faible exposition à la nature vont également déséquilibrer notre microbiote. Et enfin, les polluants et les perturbateurs endocriniens vont également avoir une influence négative sur le microbiote intestinal. Comment on peut lutter contre ça? Avec des approches très simples. Bah, déjà, la première, c'est de manger des fruits et des légumes pour favoriser l'apport de fibres. Et également des aliments fermentés qui vont contenir des micro-organismes bénéfiques. On peut également aussi limiter l'usage des antibiotiques qu'aux situations qui le nécessitent vraiment. C'est-à-dire que si vous êtes malade, mais que vous êtes atteint d'un virus, ça sert à rien de prendre un antibiotique, ça ne marchera pas. Et en plus de ça, ça peut avoir des conséquences très dramatiques. C'est ce qu'on verra lors du prochain séminaire où j'évoquerai un peu plus en détail le système immunitaire. Ensuite, on va avoir des techniques de relaxation pour limiter le stress et améliorer notre sommeil. Il est également important d'avoir une activité physique régulière et être en contact avec la nature. J'ai trouvé des articles dans la littérature qui montrent que la nature a un impact très positif sur notre cerveau. Et comme on a vu qu'il y avait un lien très fort entre le cerveau et l'intestin, bah, agir sur l'intestin, ça peut permettre d'agir sur le cerveau, mais agir sur le cerveau, ça permet aussi d'agir sur l'intestin. Enfin, on peut également utiliser des produits naturels afin de limiter les toxines et vivre dans un environnement sain. Je vais vous parler d'une première étude concernant les fruits et les légumes, mais pas forcément sous la forme classique qu'on peut l'avoir. En fait, ici, dans cette étude, les chercheurs, ils ont cherché à démontrer que l'utilisation d'un complément alimentaire végétal à base de fruits et de légumes pouvait avoir un impact positif sur notre microbiote. Donc pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont fourni ce complément alimentaire à des personnes en bonne santé. Ils ont analysé le microbiote avant et après plusieurs semaines de supplémentation avec ce complément alimentaire et ils ont évalué les changements dans la diversité bactérienne. Donc leurs résultats ont été sans appel. Ils ont montré une augmentation des bactéries bénéfiques ainsi que de leurs métabolites. Et ils ont montré aussi qu'il y avait certaines bactéries associées à l'inflammation et aux troubles métaboliques qui étaient réduits. Donc cette étude montre bien que les fruits et légumes peuvent favoriser un microbiote équilibré, même sous la forme d'un complément alimentaire. Donc moi je travaille aussi et je consomme régulièrement un complément alimentaire sous forme de légumes en poudre, entre guillemets. Et franchement, je sens des effets bénéfiques sur ma santé, c'est incroyable. Donc si vous voulez en savoir plus, pareil, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi par la suite, que ça soit sur YouTube ou alors vous allez sur mon site internet, vous trouvez mes coordonnées, vous m'appelez et puis on en discute ensemble. Donc maintenant, je vais vous parler de la vitamine D. On sent que l'hiver commence à toucher à sa fin, même si il traîne un peu en longueur avec les giboulées de mars. Mais voilà, je voulais vous parler de la vitamine D, qui est pour moi une vitamine bien plus qu'ensoleillée. Alors, la vitamine D, c'est quoi? C'est une molécule qui est liposoluble et absorbée dans l'intestin grêle. Les principales sources de cette molécule sont l'alimentation avec certains poissons gras, comme notamment le saumon, ou alors les œufs, comme le jaune d'œuf. Elle est également produite lors de l'exposition au soleil. La vitamine D va avoir différents rôles. Elle peut avoir des rôles dans la santé osseuse, mais elle peut aussi avoir des rôles dans l'immunité et dans l'équilibre des électrolytes. Donc l'équilibre des électrolytes, ça peut garantir quoi? Ça peut garantir une bonne hydratation, un bon confort mental, etc. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que à l'heure actuelle, il y a 40% des gens en Europe et aux États-Unis qui sont en carence. C'est-à-dire qu'ils ont un manque de vitamine D et ce manque peut aller jusqu'à 85% des gens dans certains pays, ce qui va avoir des impacts dramatiques sur la santé, avec notamment une augmentation des inflammations et des maladies métaboliques et cardiovasculaires. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il existe un lien entre la vitamine D et le microbiote intestinal, avec notamment une régulation de l'inflammation intestinale? C'était l'objectif de cette étude, de voir si une supplémentation en vitamine D pouvait avoir un impact bénéfique sur le microbiote intestinal et sur notre santé. Donc pour ça, en fait, ils ont travaillé sur 80 femmes en bonne santé mais qui avaient un déficit de vitamine D et ils ont testé trois approches différentes. Donc ils ont testé une supplémentation quotidienne, une supplémentation mensuelle, voire aucune supplémentation. Ils ont réalisé un suivi du microbiote sur 12 semaines pour voir l'impact de ces différentes supplémentations.
Donc au niveau des résultats, ils ont montré qu'il y avait une augmentation des bactéries bénéfiques, surtout dans le groupe qui avait une dose de vitamine D quotidiennement. Ils ont montré, grâce à cette étude, que la vitamine D joue un rôle clé dans l'équilibre du microbiote avec une efficacité plus marquée lors d'une supplémentation quotidienne que lors d'une supplémentation mensuelle. Effectivement, ce qu'il faut savoir au niveau nutrition, c'est que tout ce qui est micronutriments, donc comme les vitamines, on a des doses quotidiennes recommandées qui varient en fonction de la vitamine et du minéral considéré. Donc pareil, si vous voulez en savoir plus, ça on pourra en discuter également à part. Donc maintenant, je vais vous parler de deux produits, deux substances naturelles utiles pour la santé du microbiote. C'est les probiotiques et les prébiotiques. Donc un probiotique, c'est quoi? C'est un micro-organisme vivant non pathogène que l'on ajoute sous forme de complément alimentaire dans notre corps afin d'améliorer la flore intestinale en ajoutant des bonnes bactéries, comme par exemple des lactobacillus. On va également aussi avoir des prébiotiques. Donc les prébiotiques, c'est quoi? Ce sont des substances qui vont nourrir les bonnes bactéries du microbiote et qui vont également aussi du coup stimuler leur croissance, comme par exemple les fibres alimentaires non digestibles. C'est le cas par exemple de l'inuline ou des oligosaccharides que l'on peut trouver dans les légumes, les fruits, les céréales complètes ou comme je le disais précédemment, dans le lait maternel. Ensuite, on va avoir l'association des deux, c'est-à-dire qu'on va combiner un prébiotique, un prébiotique et on va former un symbiotique. Donc le symbiotique, c'est quoi l'objectif? C'est de renforcer l'effet des probiotiques et d'optimiser leur implantation dans l'intestin dans le but de créer une synergie. C'est par exemple le cas lorsqu'on associe des lactobacillus avec de l'inuline. Maintenant, on va parler un peu plus des probiotiques et de leur influence sur notre santé mentale. Donc, il a été montré que les probiotiques pouvaient réguler l'humeur, réduire l'anxiété et la dépression, ce qui fait qu'elles influencent positivement la santé mentale, et c'est notamment le lien entre l'intestin et le cerveau que nous avions vu précédemment. Donc, d'un point de vue mécanistique, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, ces probiotiques vont induire la production de neurotransmetteurs, ce qui va moduler les inflammations au niveau du nerf vague et donc fluidifier les échanges entre notre cerveau et notre intestin. On a par exemple vu dans la littérature qu'il existait des lactobacilles qui permettaient d'aider contre l'anxiété et que toute cette approche autour des probiotiques pourrait être demain des approches prometteuses pour le soulagement, peut-être pas la guérison, j'y crois pas suffisamment encore pour l'instant, mais au moins soulager les symptômes de maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson. On a également vu dans la littérature que les probiotiques permettaient d'améliorer les capacités cognitives et notamment améliorer notre mémoire. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les chercheurs ils se posent la question non plus aussi de leur impact, mais comment de garantir la bonne implantation de ces micro-organismes au sein de notre système digestif. Parce qu'on avait vu qu'il y a un gradient de pH, un gradient d'oxygène, etc. Donc c'est quand même des conditions très compliquées pour garantir une implantation à 100% des micro-organismes. Donc pour ça, ils travaillent sur différentes technologies, comme par exemple la micro-encapsulation. Ils utilisent d'autres approches bio-ingénieriques pour améliorer l'efficacité des probiotiques pour qu'ils puissent avoir un impact maximal. En attendant, il existe des solutions pour prendre des probiotiques de façon naturelle au quotidien. C'est par exemple l'utilisation d'aliments fermentés ou de compléments alimentaires afin d'améliorer notre santé physique et mentale. Donc on va voir ici un exemple d'action des probiotiques versus les prébiotiques. Donc pour ça, en fait, les chercheurs, ils ont voulu déterminer et comparer l'effet de probiotiques, de prébiotiques et de symbiotiques sur l'humeur et le stress. Donc pour ça, ils ont travaillé sur 119 adultes et ils ont divisé euh, en quatre groupes. Donc un groupe supplémentaire en probiotiques, un groupe supplémentaire en prébiotiques, un groupe supplémenté avec les deux, donc en symbiotique, et un groupe sans rien. Et ils ont fait des analyses pendant 8 semaines sur leur humeur, leur stress et leur sommeil. Donc ils ont montré globalement que les prébiotiques pouvaient améliorer l'humeur et réduire le stress,
que les probiotiques seuls n'ont pas forcément d'effet notable sur l'humeur, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que chaque personne est différente. C'est pour ça qu'il est important, vraiment très important, de cibler l'approche bien-être qui vous correspondra le mieux et qui vous apportera un réel effet. C'est pas parce que vous prenez du miel, qu'on le verra après, que vous vous sentirez mieux. Peut-être que vous, il vous faudra plutôt de la propolis, ou alors il faudra vraiment un complément alimentaire à base de fibres, etc. Chaque personne est différente et c'est vraiment important de le retenir. Les symbiotiques n'ont pas forcément d'effet supplémentaire par rapport aux prébiotiques, donc ça, pareil, encore une fois, on tombe dans le cas où chaque personne va agir différemment. C'est par exemple, là, les chercheurs ils se sont posé la question, est-ce que par hasard les probiotiques, justement, contrairement à ce qu'on peut leur vanter, ils perturberaient pas un peu plus l'équilibre naturel du microbiote? Parce qu'en fait, on ajoute des micro-organismes dans un truc qui est déjà plus ou moins déséquilibré, mais il y a quand même une notion d'équilibre. Donc voilà, je pense que c'est chaque cas est différent et doit être considéré individuellement. Chaque individu est différent et doit être considéré comme une personne à part entière et pas juste un regroupement de prenez des probiotiques, c'est bon pour votre santé. Non, ça se trouve, ça marchera pas sur vous. Il faudra que vous preniez des prébiotiques ou alors il faudra que vous preniez des symbiotiques. Mais pour ça, il faut faire les essais. Donc trêve de bavardage. Donc en conclusion de cette étude, ils ont montré que les prébiotiques étaient un levier quand même efficace pour réduire le stress et l'humeur et donc du coup améliorer la santé mentale. Que les probiotiques seuls, voilà, ne suffisent toujours pas, pas toujours, et que leur effet dépend du microbiote de chacun, et qu'une alimentation riche en fibres prébiotiques pourrait être une solution simple et naturelle. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc je vais vous parler de deux prébiotiques potentiels naturels qui sont le miel et la propolis. Donc, depuis des millénaires, voire des siècles, le miel il est utilisé pour ses bienfaits digestifs, mais aujourd'hui, on va dire qu'on s'y intéresse plus sur d'autres aspects, c'est-à-dire sur cette capacité à être un prébiotique naturel. En effet, le miel, riche en oligosaccharides, va nourrir les bonnes bactéries, et notamment les bifidobactéries et les lactobacilles. Ils ont quand même réussi à montrer au laboratoire que le miel permettait la croissance de bactéries bénéfiques en améliorant notamment leur métabolisme. De plus, on sait tous que le miel contient des molécules antimicrobiennes. Ils ont montré que le miel permettait de lutter contre des bactéries pathogènes comme la Salmonella ou Escherichia coli, tout en protégeant l'intestin. Bon voilà, ce qu'il faut voir, c'est que ces analyses-là ont été réalisées principalement in vitro ou alors sur des modèles, sur des modèles animaux. Mais ils ont quand même montré que sur des modèles animaux, qu'il existait une amélioration importante du microbiote et une diminution de l'inflammation digestive. Ce qui fait que c'est un potentiel très important qui pourra être exploré chez l'homme. Je pense qu'à l'heure actuelle, il doit y avoir des études cliniques qui existent, mais qui ne sont pas forcément en open access. Donc voilà, moi je creuserai la biblio pour plus tard, mais en attendant, mangez du miel parce que dans tous les cas, c'est bon pour la santé. Donc maintenant, je vais vous parler d'un second produit de la ruche qui est la propolis. Donc ici, dans cette étude, les auteurs, ils ont voulu montrer que la propolis permettait d'améliorer le microbiote intestinal en tenant compte de différents profils de santé. Donc pour ça, ils ont simulé des processus de digestion, de fermentation in vitro, et ils ont mesuré différents aspects. Donc ils ont mesuré la capacité antioxydante de la propolis, son impact sur le microbiote, et comment elle induisait ou non la production d'acides gras à chaîne courte, pour évaluer leur effet sur la santé intestinale. Donc ils ont montré que voilà, la digestion-fermentation réduisait quand même le profil antioxydant de la propolis, ce qui montre bien quand même que, il est important de tester l'influence que va avoir notre corps sur les produits que nous consommons. Néanmoins, ils ont quand même réussi à montrer que la propolis conduisait à une amélioration de la composition du microbiote intestinal, autant chez les individus sains que chez les individus malades, avec notamment une amélioration de la santé intestinale grâce à une concentration accrue de acides gras à chaîne courte. Ce qui montre bien que la propolis peut être un candidat prometteur pour améliorer la santé intestinale et agir comme un prébiotique.
Pour finir sur les produits naturels, je vais vous parler des huiles essentielles et notamment de l'huile essentielle de cannelle, où des chercheurs ont testé son influence sur la colite inflammatoire dans un modèle animal, donc chez la souris, et ils ont montré que cette huile essentielle pouvait potentiellement exercer une influence sur la flore intestinale. Donc pour ça, ils ont fait quoi? Donc ils ont induit artificiellement des modèles de colite chez les souris en utilisant des produits chimiques tels que le sulfate de dextrane. Ils ont ensuite administré de l'huile essentielle de cannelle, enrichie en un composé naturellement présent dans la cannelle, mais là, ils ont voulu vraiment tester, voir si cette molécule-là avait une influence sur ce type de maladie. Et ils ont mesuré divers indicateurs de l'inflammation intestinale et ils ont également fait du séquençage génétique pour analyser la flore intestinale. Donc, au niveau des résultats, ils ont montré que l'huile essentielle de cannelle permettait de réduire les symptômes de la colite, contrairement aux antibiotiques. Et cette huile essentielle a amélioré la diversité des bactéries intestinales et a modifié leur composition, avec notamment moins de bactéries nuisibles comme les hélicobactères et plus de bactéries qui produisent des acides gras bénéfiques pour l'intestin. Alors, hélicobactères, accessoirement, c'est une maladie qui peut provoquer des brûlures d'estomac et qui provoque le cancer de l'œsophage. Enfin, il existe du moins un lien entre hélicobactères et le cancer de l'œsophage. Euh, Donc pour conclure, ils ont montré que les huiles essentielles, et notamment celle de cannelle, pouvaient équilibrer la flore intestinale, ce qui offre des alternatives intéressantes pour améliorer la santé de notre intestin. Là, je sais que par exemple, il y a des huiles essentielles à l'heure actuelle qui existent, et je pourrais vous orienter là-dessus, euh, donc en mélange, c'est-à-dire en synergie, et qui permettent d'améliorer le système digestif. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez me contacter via les réseaux sociaux ou mes coordonnées sur mon site internet. Donc pour conclure sur cette présentation, donc le microbiote intestinal, c'est un écosystème fondamental parce qu'il joue un rôle essentiel, important dans notre santé globale et pas que, il influence pas que notre digestion, mais il peut également influencer notre immunité et même notre bien-être mental comme nous l'avons vu. Néanmoins, c'est un équilibre fragile. C'est-à-dire que lorsqu'il va être perturbé, il va entraîner différents troubles, comme des problèmes digestifs, mais aussi des maladies mentales, comme la dépression. L'un des facteurs importants pour préserver son microbiote intestinal, c'est d'avoir une alimentation riche en fibres, en probiotiques et surtout en prébiotiques pour pouvoir nourrir les bonnes bactéries qu'on a déjà présentes naturellement dans notre organisme. Il existe différents alliés naturels, tels que la vitamine D, la propolis, le miel ou encore les huiles essentielles, qui apportent un soutien à l'équilibre de notre microbiote. Une des voies pour prendre soin de notre microbiote afin qu'il puisse prendre soin de nous, c'est d'adopter un mode de vie sain, c'est-à-dire réduire les sources de stress, avoir une activité physique régulière et limiter l'exposition à des toxines telles que les polluants, pour maintenir l'équilibre de nos de notre microbiote intestinal, pardon. Et voilà, ce qui est intéressant, et pour conclure vraiment sur cette présentation, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des pistes qui sont encore à explorer, avec notamment la combinaison de la nature, de la science, de la santé, du microbiote, pour développer de nouvelles approches thérapeutiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à les laisser en commentaire, voilà. Merci pour tout.